Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, l'Université Paris 13 et son président Jean-Pierre Astruc, par ma voix ainsi que moi-même, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le séminaire Open Access au sein de notre belle et magnifique nouvelle bibliothèque. Comme vous le savez, le sujet de l'Open Access et de la gestion des données et des plans de gestion de données sont des points d'actualité qui génèrent actuellement de multiples réunions, colloques, débats. Et donc, il était important que la communauté de Paris 13 s'empare et discute du sujet, non seulement au niveau de la commission recherche, mais également au niveau de tous les acteurs et personnes en lien avec la recherche. Né il y a une quinzaine d'années, l'Open Access vise à permettre une diffusion plus large de l'information scientifique, notamment sans barrière économique. Ce mouvement, comme vous le savez, s'est considérablement amplifié au cours de ces dernières années, avec de nombreuses prises de position officielles, émanant d'un grand nombre de fondations scientifiques, de responsables d'universités et de gouvernements au travers d'une série de déclarations internationales. De grands organismes de financement de la recherche ont également joué un rôle moteur en définissant des politiques qui contraignent les chercheurs financés à diffuser librement et gratuitement les résultats de leurs recherches. Et à titre d'exemple, le programme H2020 comporte l'obligation d'assurer le libre accès aux publications issues des recherches que ce programme aura contribué à financer sous peine de sanctions. Ainsi, la possibilité de déposer les publications ou de publier en Green Open Access ou en archive ouverte, comme avec par exemple votre portail HAL ici à P13, ou en Golden Access via un éditeur, et dans ce cas-là c'est l'organisme ou l'auteur qui assume les frais de cette publication, est prévu dans les financements H2020. L'Université Paris 13 s'est dotée d'un portail HAL depuis 2013 et grâce au travail des équipes de la bibliothèque universitaire, le nombre de dépôts est en augmentation croissante et je ne peux que m'en féliciter puisque cela contribue à la visibilité de notre recherche et de nos laboratoires de recherche. Il est évident qu'en tant que VP chargé de la recherche, je ne peux que soutenir ce travail et cette promotion de nos laboratoires de recherche et de nos chercheurs. De même, aujourd'hui, dans cette réunion, va être abordé d'autres sujets comme les plans de gestion des données de la recherche. Ces plans de gestion de données de la recherche sont obligatoires dans le cadre des financements européens. Et une loi pour la République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, vient aussi renforcer ce mouvement. L'adoption de cette loi numérique vient s'accompagne d'une multitude de débats qui mobilisent notre communauté universitaire. Quelle meilleure période que celle d'une évaluation HCERS au niveau de Paris 13 pour réfléchir à la visibilité de nos laboratoires, au cadre légal de ces exercices, à la visibilité des chercheurs via l'adoption d'un identifiant unique qui peut aider au moissonnage de leurs publications et à leur visibilité personnelle. Je tiens donc tout particulièrement à remercier la directrice de la bibliothèque Annie Maleki, ainsi que ses équipes et ses collègues Karim Boualem et Marie Cadrini, qui ont organisé ce séminaire sur ce sujet d'actualité. Merci également à tous les orateurs de cette demi-journée qui vont échanger avec nous sur ces sujets et nous sensibiliser, nous permettre de débattre de ces thèmes. Le président et moi-même souhaitons donc aux orateurs et aux participants des échanges fructueux qui, j'en suis certaine, seront les premiers d'une longue série de rencontres au cours de ces sujets d'actualité. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci de vous être déplacés jusqu'à Paris 13 pour cette matinée consacrée à l'Open Access. Je tiens à remercier Anne Pelé avec qui, à travers la commission recherche et à plusieurs reprises, nous avons évoqué tous ces sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Je tiens également à remercier Karim Boualem, Marie Cadrini qui ont organisé cette journée et Jonathan Perrin qui leur a apporté toute son aide. Et je tiens à remercier les différents intervenants, donc avec dans l'ordre d'apparition Aline Bouchard, Lionel Morel, Béatrice Vati et Nathalie Rémonet qui doit intervenir sur les plans de gestion de la recherche mais qui je crois n'est pas encore arrivée, donc j'espère que nous la verrons bientôt. Donc en fait, l'Open Access, ce n'est pas seulement HAL, c'est quelque chose de très large et je dirais que nous sommes confrontés à cette problématique sans le savoir. Hein. Nous faisons de la prose sans très bien savoir que nous en faisons. C'est un enjeu financier énorme.
notamment au niveau des données de la recherche, des publications. C'est vraiment une manne financière pour les grands éditeurs scientifiques. Cette année, dans le courant de 2018, nous allons être confrontés au renouvellement de l'abonnement à Science Direct, à la licence nationale de Science Direct, par exemple. Et là, il va falloir que l'ensemble des communautés nationales scientifiques se positionnent sur le renouvellement à cet abonnement, sur les conditions de renouvellement à cet abonnement. Pour exemple, c'est un abonnement qui coûte à la bibliothèque universitaire 200 000 € par an. Je ne sais pas si vous avez utilisé le réseau Mendeley. Mendeley, c'est un réseau qui permettait de gérer des citations. Mendeley a été racheté récemment par Elsevier pour un montant qui s'élève entre 70 et 100 millions de dollars. Et en fait, maintenant, Elsevier a entre ses mains un outil qui lui permet d'identifier sur quoi travaillent les chercheurs, quelles sont les citations qu'ils utilisent, comment ils organisent leur réseau entre eux. Enfin, donc ils ont un outil très puissant entre les mains et on peut penser qu'ils vont s'en servir pour proposer des services payants à la recherche. Le dernier exemple en date, c'est ResearchGate. Donc beaucoup d'entre vous utilisent ResearchGate puisque quand on propose de déposer d'oral, vous nous dites tous que c'est souvent plus pratique de déposer dans ResearchGate. Or, ResearchGate n'est pas un réseau gratuit et ResearchGate commence à avoir des sérieux ennuis avec un groupement d'éditeurs qui s'appelle STM, qui regroupe 145 éditeurs, je dirais, privés et éditeurs de sociétés savantes à travers 21 pays. Et récemment, ce groupement, par l'intermédiaire de ses avocats, a demandé à ResearchGate de rendre plus compatible avec les droits d'usage et d'accès, de rendre ces pratiques plus compatibles avec les droits d'usage et d'accès pour le partage des articles. La conséquence a été que discrètement, ResearchGate a rendu un certain nombre d'articles en accès indirect. Il faut maintenant demander l'autorisation des auteurs et qu'il a même retiré un certain nombre d'articles sans en avertir les auteurs. Donc on voit que là, on est sur des sujets particulièrement sensibles. Je dirais en microéconomie, pour nous, la problématique de l'open access, elle vous concerne tous, elle concerne vos pratiques de publication. Pour moi, c'est quelque chose de très important. L'open access est lié vraiment à la chaîne de publication depuis le début jusqu'à la fin. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est où, comment et à quel prix est-ce que je dois publier pour valoriser mes travaux, garantir leur valorisation, leur pérennité d'accès et de diffusion. La pérennité d'accès et de diffusion, c'est quelque chose de très important qui n'est justement pas garanti par des réseaux tels que ResearchGate. Est-ce que j'ai l'obligation de déposer mes publications et mes données en open access? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux retrouver rapidement l'intégralité de mes publications? Comme Anne l'a dit, on est en période d'évaluation, vous devez rendre un certain nombre de documents. Et comment est-ce que vous pouvez retrouver vos publications parce que vous avez publié dans un certain nombre de revues, sur des réseaux sociaux, etc., en utilisant des noms peut-être différents. Vous pouvez vous appeler, vous avez pu signer vos publications du nom de J. Dubois, de Jean Dubois, de Dubois J, de Dubois Jean. Pour les femmes, je ne vous parle pas de Madame Dubois-Durand qui devient Madame Durand, puis Madame Durand, je ne sais quoi. Enfin voilà, donc ça c'est la problématique de l'identifiant chercheur qui me tient aussi beaucoup à cœur et qui fait partie de cet ensemble de problématiques liées à l'open access. Donc là, bien, je vais laisser la parole à nos intervenants. Donc c'est Aline Bouchard qui va ouvrir le bal. Mais vraiment, c'est quelque chose. Je tiens vraiment à insister sur le fait que là, on touche, comme je vous le dis, au cœur de votre métier, au cœur de la chaîne de publication. On est en train de passer sur de nouveaux modèles économiques. Et comme je vous le dis, il y a vraiment une manne financière là. Les éditeurs sont dans les starting blocks. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention, notamment sur les données de la recherche. C'est un sujet qui va devenir très, très sensible.
Écoutez, bonne matinée. Je laisse la parole à Aline. Donc la question des identifiants chercheurs, alors juste pour un petit tour, qui parmi vous a déjà entendu parler d'ORCID? Qui a déjà entendu parler de Researcher ID? Déjà un peu moins. Qui a entendu parler d'Idéal? Voilà, donc on va dire vous êtes dans la moyenne, ce sont des questions qui commencent à être connues mais qui ne sont pas encore très très connues, d'où l'intérêt de la présentation de ce matin pour au moins savoir ce que sont ces identifiants chercheurs, donc la question de l'offre, qui sont les participants, quels sont les principaux services proposant des identifiants chercheurs et bien sûr quels sont les enjeux et l'intérêt de ces identifiants chercheurs pour le chercheur individuellement, mais aussi pour son institution, pour la communauté scientifique en général. Alors concernant la question des identifiants chercheurs, le contexte en fait, pourquoi on est arrivé à cette idée de développer des identifiants chercheurs. Alors un exemple un peu caricatural, il est vrai, mais qui est assez significatif de la situation actuelle. En 2011, Y. Wang était l'auteur de publications scientifiques le plus prolifique, avec 3926 publications à son nom, une moyenne de plus de 10 par jour. Alors pourquoi? Vous le voyez tout de suite le problème, c'est tout simplement parce que en repérant les différentes occurrences du terme I. Wang sur les différentes bases de données existantes, c'est impossible de faire la distinction entre les différents Wang qui pouvaient exister. Donc une prolifération d'auteurs portant le même nom dans des disciplines éventuellement différentes. Donc la question des identifiants chercheurs, en fait, a vocation à régler dans un premier temps déjà le problème de l'ambiguïté des noms des chercheurs. Ambiguïté des chercheurs entre eux, l'exemple de Wang tout simplement, mais aussi l'ambiguïté du chercheur lui-même. On le signalait lors de la présentation d'introduction, un même auteur peut avoir différents types de présentation de son propre nom, suivant les bases de données, suivant l'évolution de sa carrière, suivant par exemple le mariage, ce genre de choses. Donc un même auteur peut avoir différents noms, J. Dupont, Jacques Dupont, ce genre de choses. Autre problème aussi, et amenant à ce développement des identifiants chercheurs, c'est la multiplication des outils et ressources. Pour l'instant, aucune base de données, aucun service n'est totalement exhaustif. Tout simplement parce qu'il ne couvre pas forcément toujours les mêmes domaines, les mêmes types de publications, et donc pour un même auteur, sa production scientifique peut être dispersée sur différents services, parfois qui ne discutent pas entre eux. D'où l'importance aussi de rationaliser un petit peu toutes ces occurrences, notamment parce qu'il y a aussi différents acteurs qui entrent en jeu dans la chaîne de la publication scientifique. Les éditeurs, les institutions, les organismes financeurs par exemple. D'où l'idée d'identifiants chercheurs. Alors évidemment, les identifiants, donc c'est des codes alphanumériques en fait qui sont associés à une personne, une ressource, ce genre de choses. Les identifiants, vous les connaissez déjà dans le domaine des publications scientifiques. Un ISSN, un DOI, c'est tout simplement un identifiant. Du côté des identifiants chercheurs, ça s'est développé un peu plus tardivement. C'est seulement à partir des années 2005 à peu près qu'on est arrivé à réfléchir à des questions d'identifiants pour les chercheurs spécifiquement, pour régler justement ces questions d'ambiguïté des noms et de dissémination de la production scientifique. Alors on distinguera néanmoins des identifiants chercheurs créés par le chercheur, donc alimenté par le chercheur lui-même, c'est lui qui le crée, c'est lui qui l'alimente notamment, et les identifiants qui sont créés plutôt par les organismes de normalisation, les bibliothèques, ce genre de choses, et qui ne seront pas créés par les chercheurs eux-mêmes. Donc dans mon intervention, je me centrerai uniquement sur les identifiants chercheurs créés par les chercheurs, parce que c'est quand même ceux qui vous concernent plus directement. Mais l'idée vraiment de ces identifiants chercheurs, c'est un peu le principe du numéro de sécurité sociale. Un numéro unique, standardisé, pérenne, interopérable, c'est-à-dire qu'il va permettre le dialogue de services entre eux. Donc un numéro que vous avez qui permettra ensuite d'être utilisé dans différentes plateformes par exemple.
Concernant l'offre, en fait, on voit différents grands acteurs. Il y a d'abord les éditeurs commerciaux. Ce sont d'abord les éditeurs commerciaux qui ont mis en place des identifiants chercheurs. Tout simplement pour nettoyer un petit peu leur base de données, pour justement régler le problème de la multiplication des Y-Wang, par exemple. Le but, c'était de pouvoir fournir des bases de données fiables et donc des métriques derrière plus fiables. À l'heure actuelle, il y a vraiment deux grands acteurs à connaître. C'est d'une part le Scopus Author ID d'Elsevier pour la base Scopus, et l'autre c'est le Researcher ID qui est pour le Web of Science. Alors on va les voir brièvement parce que vous allez voir qu'ils n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités et surtout le même intérêt. Du côté du Scopus Author ID, donc c'est l'identifiant auteur le plus ancien. Il a été créé en 2006 donc par Elsevier pour sa base de données Scopus. Et en fait, c'est un identifiant. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un chercheur brésilien. Et donc, vous voyez, son identifiant, c'est une suite alphanumérique. Pardon. Bien désolé. C'est mieux comme ça, hein, avec la capture. Merci. Donc, le premier, le Scopus Author ID, donc, vous le voyez, c'est juste une suite de chiffres attribués automatiquement par le chercheur pour tout auteur dans le Scopus. Mais le problème, déjà, c'est qu'un même auteur peut avoir plusieurs Scopus Author ID, suivant comment son nom a été rentré dans Scopus. D'où la possibilité pour Scopus de signaler à Scopus des demandes de correction auteur, et notamment la demande de fusionner éventuellement plusieurs occurrences du même nom. Donc, dans le cas de Scopus, des informations assez classiques pour des identifiants chercheurs pour un éditeur commercial. Donc, quelques informations, on va dire, biographiques, et bien sûr la liste des publications référencées dans Scopus correspondant à ce chercheur. Et enfin, quelques données métriques sur le profil. L'autre grand acteur, et même le plus grand acteur du côté des éditeurs commerciaux, c'est ce qu'on appelle donc le Researcher ID, que la plupart d'entre vous, d'après ce que j'ai vu, connaissaient, qui est donc l'identifiant associé au Web of Science. Contrairement à Scopus, il n'est pas créé automatiquement par le service, c'est le chercheur qui doit faire la démarche de se créer un Researcher ID sur la plateforme. Créé en 2008, donc un petit peu plus tard que Scopus, mais le but est quand même le même. Quelques informations biographiques, les sujets, les mots-clés, etc., que le chercheur va pouvoir remplir lui-même. La liste des publications qui sont référencées dans le Web of Science au nom du chercheur et, comme pour Scopus, des informations complémentaires associées aux métriques, avec la possibilité d'avoir des représentations graphiques, ce genre de choses. Donc du côté des éditeurs commerciaux, des services avant tout pour donner des informations fiables sur leur base et y associer des métriques bibliographiques. Autre grand acteur, tout ce qui concerne les services de dépôt de contenu. Non plus juste des bases de données bibliographiques, mais bien des dépôts de contenu. Et le plus important dans ce domaine-là, ce sont les archives ouvertes.
il y en a un à connaître, notamment si vous utilisez HAL, c'est ce qu'on appelle l'idéal. Alors l'idéal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un service, donc un identifiant créé par le chercheur, à partir du moment où il a au moins une publication sur HAL, qui se présente souvent, contrairement à ceux qu'on vient de voir, sous la forme prénom-nom. Et en fait, c'est le chercheur qui va définir quel est son idéal. Par contre, il ne pourra plus le changer par la suite, puisque le but, c'est bien sûr de fournir un service pérenne. Cet idéal, donc juste cette chaîne de caractères, donc ici Guillaume-Cabanac, pourra être associé ensuite à un CV. Et il faut bien distinguer ce qui relève des identifiants chercheurs, qui sont juste des chaînes de caractères alphanumériques, et qui ont vocation à suivre le chercheur sur différentes plateformes, de services, de profils. Et donc là, sur HAL, vous pouvez très bien associer un idéal à ce qu'on appelle le CV HAL. Mais ce sont bien deux choses différentes. Et enfin, dernier grand acteur du domaine, un service un petit peu à part, et que vous connaissez pour la plupart d'entre vous aussi, et qui s'appelle ORCID. Alors, on entendra le nom prononcé de différentes façons, mais officiellement, il faut prononcer ORCID. Donc là aussi, une chaîne de caractères alphanumériques, avec des chiffres et des lettres, bien sûr, créée par le chercheur lui-même. Alors la particularité d'ORCID, c'est qu'elle n'est pas associée uniquement à une base de données commerciale ou à un service de dépôt de contenu. ORCID, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium international d'environ 700 membres, où on trouve aussi bien des éditeurs, des fournisseurs de contenu, des institutions, des organismes, et qui a vocation à devenir un peu un identifiant de référence. Le but d'ORCID, c'est de devenir un peu le DOI des chercheurs. Associer à chaque chercheur dans le monde un numéro d'identifiant unique. Transplateforme, indépendamment des bases de données bibliographiques, par exemple. ORCID, j'ai oublié de le préciser, c'est un consortium à but non lucratif. Là aussi, c'est un élément important, puisque parmi les organismes qui conseillent l'utilisation d'ORCID, la Commission européenne, dans le cadre d'H2020, dont vous parlez aussi en introduction, indique que c'est un exemple d'identifiant pérenne, non propriétaire, ouvert et interopérable. Et donc là, on est bien dans cette idée d'open access aussi, de pouvoir avoir des outils qu'on utilise indépendamment des plateformes et qui permettent aussi de récupérer des informations pour alimenter d'autres services. Un des points intéressants aussi d'ORCID, c'est que vous allez pouvoir contrôler la confidentialité des informations que vous allez mettre. Pour chaque cas, donc vous voyez biographie, education, employment et ensuite la liste des publications, vous allez pouvoir dire si vous voulez que l'information soit publique par tout le monde, publique pour certaines personnes que vous aurez désignées ou alors totalement privée. Une grande importance donnée donc à la question des données personnelles. Alors, la particularité d'ORCID, c'est qu'il est un petit peu compliqué à utiliser, enfin pas compliqué à utiliser. Il est extrêmement présent dans l'ensemble du travail du chercheur. Alors, un exemple parmi d'autres. Le but d'ORCID, c'est de pouvoir suivre le chercheur et ses publications tout le long de la chaîne de travail. De plus en plus d'éditeurs demandent des numéros ORCID lors de la soumission des articles. Et ensuite, si vous regardez le schéma, ce numéro ORCID va suivre l'ensemble de la publication lors du processus de soumission, lors de l'attribution du DOI. Et ensuite, une fois que les informations seront relayées sur ORCID, ces informations pourront être relayées sur les utilisateurs finaux. En fait, le but d'ORCID, vous voyez, il est situé au centre du diagramme, c'est de faire un peu un service pivot. ORCID ne propose pas d'informations lui-même, ne produit pas d'informations lui-même, mais va
proposer de rassembler des informations pour que d'autres services puissent les utiliser par la suite. D'où le schéma où on comprend bien qu'il y a des informations qui rentrent d'un côté pour fournir des informations de l'autre. Quelques exemples également d'utilisation d'ORCID. Donc, dans le cas de la soumission, de plus en plus d'éditeurs demandent des numéros ORCID. On peut citer O'Reilly, pour la France, on peut citer Open Edition. De plus en plus de bailleurs de fonds aussi, d'organismes financeurs, demandent aux chercheurs d'avoir un numéro ORCID, parce que ça permet comme ça de suivre le travail du chercheur et notamment les publications qui découlent des financements obtenus. Qui c'est qui utilise encore ORCID ? Bien sûr, les bases de données bibliographiques. On en parlait tout à l'heure avec le WOS et Scopus. Maintenant, on va pouvoir chercher dans ces bases bibliographiques, non pas seulement au nom de l'auteur, mais à son numéro ORCID. Donc au lieu de chercher Monsieur Wang Y, on va pouvoir chercher uniquement sur le numéro ORCID du chercheur. Le but, c'est vraiment de simplifier en fait la recherche de l'auteur et surtout la liste, le suivi de ses publications. Et enfin, encore quelques exemples d'utilisation d'ORCID. ORCID, donc c'est vraiment un pivot qui se veut donc interopérable, qui doit favoriser la discussion entre différents services. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à un partenariat avec les organismes qui fournissent des DOI, vos profils ORCID vont être mis à jour automatiquement. Et si on reprend l'exemple de ce chercheur, vous voyez, en fait, la liste de ces publications, certaines sont obtenues grâce au système au partenariat avec l'organisme fournisseur du DOI. Une fois que la publication est sortie, avec son numéro DOI, tout de suite le profil ORCID est alimenté. Et ensuite, d'autres services pourront récupérer ces informations sur ORCID pour en faire ce dont ils ont besoin. Un partenariat donc avec les organismes fournisseurs de DOI, mais aussi, par exemple, des partenariats avec Scopus ou le Web of Science, qui fait que dès qu'une occurrence d'une publication à votre nom, si vous avez bien sûr un identifiant chercheur Scopus Author ID ou Researcher ID, apparaît sur le WOS ou sur Scopus, ces informations alimenteront automatiquement votre profil ORCID. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs occurrences de Scopus to ORCID, ce genre de choses. Et enfin, de plus en plus, on voit le développement d'ORCID comme outil de fédération d'identité. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser par exemple un compte Google ou un compte Facebook pour vous connecter à des services académiques, vous allez pouvoir utiliser votre numéro ORCID. C'est le cas depuis quelques mois maintenant pour HAL. Vous pouvez maintenant utiliser HAL avec votre numéro ORCID. Maintenant, on va revenir brièvement sur les intérêts, parce que j'ai disséminé déjà toutes ces idées d'intérêt, donc on va les revoir brièvement. Il y a vraiment 3 grands intérêts pour les identifiants chercheurs. C'est d'une part la visibilité du chercheur, c'est d'autre part la rationalisation du travail, et enfin la possibilité d'avoir des analyses plus poussées sur les chercheurs. Premier élément, la visibilité du chercheur. Un exemple parmi d'autres, et qu'on va voir se développer, donc un article sur une base de données quelconque, et vous voyez que pour Guillaume Cabanac, apparaître le petit logo ORCID avec son numéro. Qu'est-ce que ça va permettre ? Bon, déjà, la désambiguïsation du chercheur, ça, on en a parlé. Surtout, ça va permettre de suivre le chercheur tout au long de sa carrière. Parce que le problème, c'est que là, vous avez une publication, et puis quand vous avez un chercheur qui vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus. Alors, quel est le réflexe ? Vous allez chercher sur Google, vous allez avoir des pages qui ne seront pas mises à jour, etc., etc. Alors que là, en cliquant sur le numéro ORCID, vous allez avoir son profil ORCID avec la liste de ses publications. Ça permettra aussi de mettre cette publication en contexte. Est-ce que des données de la recherche sont associées à cette publication ? Est-ce que le chercheur continue à travailler sur ce domaine ? Quelle est son adresse mail actuelle ? Vous voyez toute une série de questions assez simples
mais qui sont quand même essentiels pour avoir des informations sur les chercheurs. Donc évidemment, pour que ça vous rende beaucoup de services en termes de visibilité, il faut veiller à automatiser le plus possible les mises à jour automatiques de vos identifiants chercheurs et ne pas hésiter à les mentionner partout où vous êtes, dans votre adresse mail, sur les comptes de vos réseaux sociaux par exemple, pour que les personnes qui vous recherchent puissent avoir les informations qui vous intéressent. Donc premier point, visibilité. Deuxième point, rationalisation. Un exemple, là encore, donc un des chercheurs que j'ai déjà montré. 3 bases de données, Google Scholar, le WOS et Scopus. 3 types d'informations assez différentes en termes de documents, en termes de citations et pire en termes de métriques. Je vous l'ai dit, aucune base de données à l'heure actuelle n'est totalement exhaustive. Et le but des identifiants chercheurs, c'est de pouvoir associer sur un même profil l'ensemble des publications du chercheur. Non plus seulement quelques publications dans le WOS, quelques publications dans le Scopus, mais bien à un seul endroit, l'ensemble des publications. Et pas seulement les publications scientifiques, mais l'ensemble même des productions. Et ça permettra de mettre en valeur d'autres activités du chercheur que la simple production, la simple publication scientifique. Typiquement, la production de brevets, la production de jeux de données, permettant ainsi de développer d'autres métriques. Alors évidemment, vous vous en doutez également, une fois qu'on a des profils plus exhaustifs, plus fiables, plus sûrs, ça permettra d'une part de faciliter le travail administratif. Au lieu d'avoir à ressaisir 36 fois les mêmes informations sur différents services, sur le CV institutionnel, sur les demandes de financement, sur etc., etc., un seul service permettra de fournir toutes les informations possibles. Et ça permettra aussi de fiabiliser les données bibliométriques, puisque là aussi, une fois que vous avez l'ensemble des services qui sont exhaustifs, vous avez des métriques qui seront plus sûres. Enfin, troisième intérêt des identifiants chercheurs, c'est toutes les informations que ça va pouvoir fournir pour analyser les chercheurs en quelque sorte. Ces services vont vous fournir beaucoup de données sur les chercheurs, sur leur production, sur leur thématique, sur leur trajectoire, etc. Alors une illustration a été donnée au printemps dernier par la revue Science. C'est l'exemple que vous avez à l'écran. Et en fait, là, qu'est-ce que c'est que ces diagrammes ? Ce sont des informations qui ont été tirées des comptes ORCID pour savoir quels étaient les déplacements des chercheurs. Dans quel pays ils allaient pour travailler. Et donc, ce genre d'informations, on voit tout de suite l'intérêt pour la recherche, parce que ça permettra d'avoir des informations plus claires sur les profils des chercheurs, sur les domaines dans lesquels ils travaillent, par exemple. D'où des possibilités accrues pour trouver des experts, pour trouver des possibilités de collaboration scientifique. Alors, pour conclure, maintenant, on va voir la question des enjeux, parce que, en fait, mon intervention, c'était l'enjeu des identifiants chercheurs, mais je voudrais plutôt insister sur les enjeux et surtout où en est-on actuellement de ces identifiants chercheurs. D'abord, on a vu que ce sont des enjeux non pas seulement individuels, en termes de visibilité pour le chercheur, mais aussi des enjeux institutionnels et collectifs. Il faut quand même se rappeler que les identifiants chercheurs sont avant tout des outils. Des outils donc, qui permettent de désambiguïser le nom du chercheur, mais surtout qu'il faut utiliser dans un contexte donné. Et je vous ai certes présenté 4 services, mais il faut bien voir qu'en fonction de vos besoins, en fonction de vos thématiques, en fonction de vos communautés, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir ces 4 identifiants chercheurs. Ça sera à vous de vous interroger sur: est-ce que j'utilise plutôt Scopus? Est-ce que j'utilise plutôt le WOS? Est-ce que j'utilise HAL? Et ensuite seulement, vous poserez la question de savoir si vous utilisez ou non les identifiants associés. Typiquement, dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui est encore assez peu développé, tout simplement parce que les éditeurs demandent encore assez peu d'identifiants chercheurs.
En outre, ce sont des services qui sont encore très liés aux activités de publiant. Alors il y a des projets pour mettre en valeur les autres activités du chercheur, mais ça reste quand même des services très liés à l'activité de publication. C'est pour ça qu'on parle même plus souvent encore à l'heure actuelle d'identifiant auteur que d'identifiant chercheur. Surtout, il faut se rappeler aussi que ces services n'ont pas vocation à être des services de profil. Contrairement aux réseaux sociaux, académiques, comme ResearchGate dont on a parlé, comme les pages institutionnelles, les identifiants chercheurs sont avant tout des outils favorisant le dialogue entre les plateformes. Ce ne sont pas des outils de profil avec votre photo, vos mots-clés, vos CV, ce genre de choses. Ce ne sont pas davantage des services de dépôt de publication. C'est avant tout lié à des listes bibliographiques et non pas à des documents PDF par exemple. Ce ne sont pas non plus des services de normalisation. Et c'est pour ça que, si vous vous rappelez ce que je vous disais en préambule, on distinguera d'un côté les identifiants créés par les chercheurs et les identifiants créés par les bibliothèques, par les centres de documentation. Ce sont deux logiques différentes et c'est pour ça qu'un même chercheur peut avoir certes des identifiants chercheurs comme le Researcher ID ou comme ORCID, mais aussi un numéro IDREF dans le SUDOC. Ce sont là aussi deux choses totalement différentes. Et ce ne sont donc qu'un des éléments de la visibilité et de l'identité numérique du chercheur. C'est plutôt pour la visibilité scientifique plutôt que la visibilité numérique en général sur Internet. Et enfin, dernier élément, ce sont des services encore en cours de constitution. ORCID a ouvert en 2012, c'était hier. Donc ce qui explique, alors même s'il y a 4 millions de comptes à l'heure actuelle sur ORCID, il y a encore beaucoup de choses en cours d'installation, des partenariats qui se développent, l'ouverture à d'autres types de productions scientifiques que les articles, mais pour l'instant, on en est encore au début de cette question centrale des identifiants chercheurs. Je vous remercie. On va donc passer aux questions, s'il y a des questions sur le sujet. Oui. Alors c'est un filaire, j'espère avoir assez de fil. Sachant qu'effectivement ce sont quand même les... En fait, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage d'utilisateurs d'ORCID au niveau mondial reprend à peu près le classement de la production scientifique en général. Donc c'est avant tout les Américains, c'est 15% de mémoire qui utilisent un numéro ORCID. Et ensuite, ça diminue bien sûr. Pour la France, on est très en retard là aussi. C'est pour ça que certains d'entre vous légitimement ne connaissent pas forcément ORCID, parce qu'il y a quand même un gros retard de la France par rapport à d'autres pays, notamment en Europe, où il y a eu une vraie politique institutionnelle de mise en place de numéros ORCID pour l'ensemble des chercheurs. Donc, pour la question de l'Afrique que vous mentionnez, effectivement, les pays en développement sont quand même un peu en retard, sauf dans le cas de la Chine ou de l'Inde, où là aussi, dans des domaines où les publications commencent à avoir un rôle de plus en plus important, ça se développe. Alors c'est la question de l'enjeu individuel. Alors en fait, je me suis peut-être mal exprimée parce que vous avez bien précisé dans votre question du point de vue de votre recherche. En fait, c'est pas du point de vue de votre recherche personnelle qu'il y a un enjeu individuel, c'est plutôt, pas pour faire de la recherche, j'entends, mais c'est plutôt pour être visible des autres en fait. Et c'est l'exemple que vous donniez ensuite pour les recrutements. Hein, c'est vous-même qui avez apporté un peu la réponse à votre question en disant que vous utilisiez avant tout les identifiants chercheurs pour recruter des personnes. Et le but vraiment de ces identifiants, c'est de pouvoir donner des informations aussi sûres et aussi exhaustives que possible sur des chercheurs. Alors, c'est pas au sens de normalisation, parce que le but n'est pas
Enfin, c'est pas une normalisation dans le sens où on l'entend dans le domaine des bibliothèques. C'était ça que je voulais dire en fait. Je suis bibliothécaire de formation, donc j'ai un peu une déformation aussi de ce côté-là. Et par contre, vous avez tout à fait raison. Ces outils sont de plus en plus utilisés par les évaluateurs, puisqu'à partir du moment où vous avez des profils de chercheurs à jour, ça permet aussi d'avoir des évaluations plus à jour. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit des pays appelés à l'utilisation d'ORCID ou des organismes appelés à l'utilisation d'identifiants chercheurs. Par exemple, à l'INSERM, ils obligent tous leurs chercheurs à avoir un numéro Researcher ID. Et c'est parce qu'ils utilisent le WOS avant tout pour faire leur bibliographie, leur bibliométrie, pardon. Et donc, à partir de ces identifiants chercheurs, ça permet comme ça de pouvoir faire l'évaluation scientifique de l'organisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bien sûr. Alors oui, c'est génial. Là aussi, des formations, on oublie de se présenter. Donc l'URFIST, c'est un acronyme pour Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Et donc c'est un organisme chargé d'assurer des formations pour l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur. Donc en gros, je pense l'ensemble des personnes dans la salle peuvent être intéressées par nos formations, sachant qu'on assure des formations dans notre site du 5e arrondissement, mais qu'on peut à la demande faire des interventions dans les laboratoires, dans les écoles doctorales. On a quelques partenariats, notamment avec les écoles doctorales de Paris 13. Voilà, ça c'est la page pub. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les liens existants ou en projet entre les identifiants chercheurs et les organismes de normalisation des identifiants de bibliothèques ? Pour l'instant, c'est un peu au point mort. Donc, du côté de la France, il y a des rapprochements entre l'ABES, donc l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, et ORCID. Ils ont publié ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding en 2016, qui vise à voir dans quelle mesure on peut fournir à chaque chercheur français un numéro ORCID à partir du moment où chaque chercheur français a une thèse référencée dans le SUDOC. Mais depuis 2016, il y a assez peu d'informations qui sont sorties. Donc normalement, il devait y avoir des annonces courant 2017, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a un rapprochement pour l'instant, des discussions, mais pas, à ma connaissance, pas plus que ça. Peut-être... Juste expliciter ce qu'est le SUDOC. Je ne sais peut-être pas très bien. Donc le SUDOC, c'est le catalogue général de l'enseignement supérieur. Catalogue des bibliothèques, oui. En fait, créer soi-même, enfin, à part dans Scopus ou les créations automatiques, si l'idée de créer soi-même son identifiant chercheur, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, ça rentre finalement dans la philosophie de l'identifiant en laissant la liberté aux chercheurs de s'identifier comme ils le souhaitent. Ou si c'est en gros une avancée technique qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas, à la limite, dès qu'on arrive au statut de chercheur, la création automatique d'un identifiant chercheur, comme quand on a un numéro de sécu. Donc j'ai pas bien compris si c'était lié à la philosophie de l'identification chercheur pour laisser une forme de liberté, ou si c'était juste une avancée technique qui n'était pas là. Alors, a priori, c'est plutôt pour laisser la liberté aux chercheurs et dans le but aussi, notamment sur les plateformes éditeurs, de faire en sorte que ce soit le chercheur qui fasse le travail de nettoyage de la base à la place des éditeurs.